Old Billy Strayhorn is my writing and arranging companion. There are no assigned duties. I mean, he has no quota to write or anything like that. We have something to do, and I say, we've got to do this, and it just happens, you know. I mean, even maybe if I've started to write it already, I may be somewhere like in Los Angeles, and he's in New York, and I get to the 17th bar of a number, and I decide, well, I think rather than sit here and struggle with this, I'll call Strays. And I'll call him and say, look, I'm in E flat or someplace, and the mood is this, and you know, this man is supposed to be walking up the road, and he reaches a certain intersection, and I can't decide whether he should turn left, right, go straight ahead, or make a U-turn. And he says, oh yes, I know what you mean, you know. And well, I think you could do that better than I could. That's his first response, you know. And all the time he's thinking about how he can outdo me, you know, and then. And very often, without any more than that, we come up with practically the same thing. J'ai retrouvé un papier que j'ai écrit pour le magazine Jazzo avec Aaron Rodgers, qui avait été le compagnon de Billy Strayhorn. J'ai écrit ça il y a 35 ans. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est un sujet tellement énorme et faste que j'ai décidé cet après-midi que ce serait la première de 2 conférences. La première fois qu'on a fait ça l'hiver dernier à Montparnasse, on s'est un peu bousculé pour finir à l'heure et présenter l'œuvre de Billy Strayhorn en 1h30 ou 2 heures. C'est pas possible. En 4 heures non plus d'ailleurs. Biscotte, on va s'apercevoir qu'il tient dans l'œuvre d'Ellington à partir de 1939 une énorme place. Il faut d'abord dire qu'il s'agit d'un cas peut-être à peu près unique dans l'histoire du monde et de l'univers et de l'histoire de la musique en particulier. Une collaboration de ce genre-là, il faut remonter peut-être à la Renaissance chez certains peintres pour connaître les gens qui confiaient une partie de leur travail à leurs élèves. Là, c'est vraiment une collaboration, une espèce d'œuvre symbiotique. Je voudrais, avant de commencer d'écouter Billy Strayhorn, bien préciser que je ne veux pas toucher au génie de Duke Ellington. Il se trouve, et ça, des gens comme par exemple Joe Benjamin, qui avait beaucoup apprécié d'ailleurs le mauvais papier que j'avais fait à l'époque. Il s'était fait traduire ça parce qu'il portait beaucoup de tendresse et d'admiration vis-à-vis de Billy Strayhorn. Joe Benjamin, qui était un des derniers bassistes d'Ellington, m'avait dit is greater than the greatest. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Il se trouve donc que c'est certainement Ellington et Strayhorn, tout simplement la rencontre de 2 génies de la musique, et provoquée évidemment par le boss, par le maestro. Mais Ellington n'a pas attendu Strayhorn pour être génial. Simplement, il est arrivé peut-être au bon moment, un moment où Ellington commençait à avoir besoin de quelqu'un pour lui tenir la main et pour l'aider, parce qu'il avait énormément de travail à faire, puisque c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, qui tournait tous les jours, que Dieu fait, et qu'il y avait beaucoup de musique à écrire, beaucoup de musique à jouer. Billy Strayhorn, William Thomas Strayhorn, 3e de 6 enfants d'un couple qui s'appelait Strayhorn. Son père buvait. Et à l'âge de 6 ans, la famille s'installe à Pittsburgh. Et si on dit toujours que Billy Strayhorn est de Pittsburgh, en fait, il est né à Dayton, dans l'Ohio. Pittsburgh, qui était la ville aussi de gens très importants comme Mary Lou Williams ou Errol Garner, par exemple.
Son père boit de plus en plus, sa mère le protège en l'envoyant chez sa grand-mère, qui est pianiste, et qui l'encourage à jouer. Et c'est comme ça que Billy se met d'ailleurs à jouer et à commencer à apprendre la musique avec une certaine Madame Charlotte Kathleen. Et il étudie tellement bien et beaucoup la musique qu'à l'âge de 19 ans, il compose déjà un concerto pour piano et percussion qui est créé fin 1934. Donc c'est déjà un musicien accompli. On a dit qu'il était engagé comme parolier, je veux bien. Ellington a fait longtemps durer cette fable. Et il était déjà très, très capable d'écrire sa musique lui-même. À l'époque, il écrit une pièce qui s'appelle Valse, qui est dans l'idiome de la musique européenne, qui est assez peu jazz, et puis un numéro 2 pour certainement piano et clarinette. Les manuscrits sont perdus. 2 premières chansons. Et puis, l'orchestre de Duke Ellington vient en juin de l'année 34. Il a 19 ans. L'orchestre vient jouer une semaine à Pittsburgh. Et Strayhorn est là tous les jours, à tous les concerts. Et il est tellement fasciné par un accord, tellement mystérieux qu'il n'arrive pas à le relever, qu'il devient définitivement complètement fou de la musique de Strayhorn. En 1935, il écrit déjà la musique et les paroles d'une espèce de sorte de show qui s'appelle Fantastic Rhythm, et qui sera joué régulièrement dans d'ailleurs pas mal de pays. Ça va suivre en particulier un régiment de l'armée américaine qui jouera ça régulièrement jusque dans les îles du Pacifique. Et une des chansons qui va survivre et qui sera enregistrée par Ellington, c'est My Little Brown Book, qui est dédiée à la Bible, ou petit livre brun, et qui sera chanté d'ailleurs par Al Hebler. Il y a d'autres chansons qui ont disparu, comme The Penthouse on Shady Avenue et Let Nature Take Its Course. Il nous reste par exemple le morceau titre de ce show qui s'appelle Fantastic Rhythm et qui a été enregistré récemment par un pianiste hollandais, par Rob van Bavel, et c'est la première musique de Strayhorn qu'on va entendre. Fantastic Rhythm, la première chanson connue de Billy Strayhorn, enregistrée récemment donc par un pianiste hollandais à l'occasion de toute une série d'enregistrements d'inédits de Billy Strayhorn. En 1936, donc à l'âge de 19 ans, il semble qu'il ait déjà terminé la composition la plus fameuse qu'il ait jamais écrite, qui est le fameux
le Schleif, qui s'appelle d'ailleurs à l'époque Lonely Again. On va revenir sur le Schleif tout à l'heure. Mais ce qui est amusant, c'est que les paroles qu'il écrit sur cette mélodie sont très étonnantes de la part d'un jeune homme qui n'a jamais quitté Pittsburgh. Et ça donne l'impression qu'il a voyagé, qu'il a traversé l'Atlantique sur le Normandie, qu'il est allé faire des séjours à Londres, à Paris, etc. En 1937, il fonde son trio qui devient vite un quintet avec clarinette et vibraphone. Il y a l'influence de Benny Goodman. Il est né le pianiste d'ailleurs dans un style qui est assez proche, vous avez peut-être entendu là, de Teddy Wilson. Une petite remarque à propos de ce qu'on vient d'entendre, cette espèce d'ambiguïté majeure-mineure, vous allez entendre tout au long de ces deux causeries, conférences, que Strauss décrivait à peu près qu'en majeur, les œuvres en mineur se comptent sur les doigts du pouce, je crois. Enfin, il doit y en avoir 2 ou 3. C'est très étonnant. En 1937, il écrit déjà pour ce trio qui s'appelle The Mad Hatters. Il compose Something to Live For et Your Love Has Faded, qui entreront en 1939 au répertoire d'Ellington. Il joue ensuite dans 2 ou 3 autres orchestres, et puis le 2 décembre, il rencontre Duke Ellington, le 2 décembre 1938, au Stanley Theatre de Pittsburgh, et ce sont des amis qui le poussent à jouer devant Ellington quelques morceaux. Et Ellington lui demande d'écrire des lyrics et d'arranger une de ses compositions et une chanson pour la chanteuse de l'orchestre, Ivy Anderson, pour ce qu'il sait vraiment faire. Et Ellington s'aperçoit qu'il partage quand même beaucoup de choses, en particulier dans le domaine harmonique et dans le domaine des alliages sonores. Il comprend qu'il a trouvé là peut-être un frère en musique qui pourra lui être extrêmement utile. Et d'ailleurs, en janvier 1939, Ellington lui demande de venir le rejoindre à New York. Et dès février, il participe à une session d'enregistrement de Johnny Hodge, vous savez, ces petites formations, fameuses petites formations ellingtoniennes. Dès cette époque-là, dès février, Strauss va être un des principaux arrangeurs, sinon le principal arrangeur de beaucoup de ces sessions. Les premiers morceaux, par exemple, vous devez les connaître, c'est Mississippi Dreamboat et Swingin' on the Campus, qui sont vraiment dès février 1939, c'est-à-dire à New York, depuis un mois, et il a 24 ans. Le 20 mars 1939, c'est marrant, j'avais 6 jours ce jour-là. L'orchestre enregistre Pussy Willow. Pussy Willow, alors les critiques disent enfin un titre qui n'est pas un mauvais jeu de mots à caractère sexuel de la part d'Ellington, alors que la plupart des titres touchent toujours au domaine soit de la drogue, soit du sexe, par double entendre. Et en fait, le Pussy Willow, ils ont raison, j'ai cherché, c'est le Salis discologue, c'est un petit sol américain au chaton soyeux. Pussy Willow est très caractéristique, en fait, on va entendre la mélodie, du style mélodique de Strauss. C'est encore un arrangement d'Ellington, mais le thème est manifestement de Billy Strayhorn. Écoutez. Une ligne de saxophone ponctuée par des cuivres. D'une œuvre de Billy Strayhorn
dès le 21 mars 1939, c'est le fameux Something to Live For qui va donner lieu, qui va donner son titre, par exemple, à un bouquin formidable de Walter Vandeleur, qui va être enregistré par beaucoup de gens, qui est actuellement joué par pas mal, chanté en tout cas, par pas mal d'artistes. C'est une chanson absolument extraordinaire. Il faut souligner que l'arrangement est d'Ellington, que Billy Strayhorn est au piano, et que la chanteuse n'est pas Ivy Anderson, mais Jean Eldridge, qui était en fait la chanteuse en second de l'orchestre. On sait mal qu'il y avait deux chanteuses dans l'orchestre Ellington qui suivaient l'orchestre. Il y en avait une qui était plutôt spécialisée dans les chansons pour les balles. Et Jean Eldridge est restée quelques mois dans l'orchestre. Elle a une très belle voix, elle a enregistré également avec Jody Hodges. Et j'ai eu la surprise de trouver dans le Esquire Jazz Book de 1944 une liste des disques préférés de Duke Ellington. Alors évidemment, il y a La mer de Debussy, il y a L'après-midi d'un faune, il y a Les planètes de Gustav Holst, célèbre compositeur britannique, il y a Daphnis de Ravel, et puis n'importe quel disque de Tatum, Le Bohème Sol de Coleman Hawkins, The Mooch par Bechet, le Nightmare de Artichaut, le I Can Get Started de Buddy Berrigan, tout ça c'est un assez joli choix. Et puis, le Willie Smith, What Can I Do with a Foolish Little Girl Like You? Il écoutait beaucoup le pianiste Willie Smith, et je pense que c'est le titre qui lui a plu. Et puis choisir un disque de son orchestre, Duke Ellington, Something to Live For. Alors on lui demande pourquoi. Il dit parce que j'aime ça, j'aime ce disque pour le chant de Jean Eldridge. Première version. J'ai une semaine pour ce jour. Something to Live For, première version, remarquez que c'est joué à l'époque d'une façon un peu plus vive que plus tard, c'est-à-dire que
On a tendance maintenant à jouer un peu trop, peut-être lentement. Il faut dire que la ballade très lente à l'époque n'existait pas. Souvenez-vous du Body and Soul de la même époque de Coleman Hawkins, qui n'est pas, selon les canons d'aujourd'hui, à proprement parler, une ballade, mais un tempo moyen lent. Les musiciens, je pense, sont d'accord avec moi, parce que nous avons la chance ce soir d'avoir quelques musiciens, dont des musiciens du Duke Orchestra. J'ai reconnu Philippe Milantal et Roger Coudert, qui est un grand amateur de rugby. Et au fond, se cachant au dernier rang, Laurent de Wild en personne, qui sort son nouveau disque demain. C'est vrai. Ne ratez pas le spectacle de Jacques Gamblin avec de Wild. Enfin, c'était hier. Le prochain. D'accord. Oui. Your Love Has Faded fait partie donc de ces toutes premières chansons composées par les Mad Hatters en 1937, mais qui va être reprise par l'orchestre du Duke, d'abord par un petit orchestre sous la direction de Johnny Hodges, avec je crois, non, avec Ellington au piano, et puis 2 jours après, on est encore en mars-avril, par l'orchestre au complet, et ça va devenir une sorte de modèle pour les ballades à venir du genre Daydream. Voici d'abord la version du petit orchestre de Johnny Hodges. Caractéristique de l'espèce de grâce de Strayhorn, quelque chose un peu différent d'Ellington, et il va écrire des palanquets d'œuvres de ce genre-là pour en particulier Johnny Hodges. 2 jours après cet enregistrement, voici l'enregistrement réalisé par l'orchestre tout entier avec un vocal de Ivy Anderson. Ce qu'on va noter là, c'est que c'est plus Ellington au piano, c'est Strayhorn, que l'arrangement pour les parties orchestrales est écrit par Ellington, l'arrangement pour les parties vocales est écrit par Strayhorn. C'est un genre de collaboration qu'ils font encore pas mal à l'époque et qu'ils feront de moins en moins, chacun ensuite écrivant ses propres, le plus souvent, ses œuvres en entier. C'est assez fort.
used to be. You don't belong to me completely. Your kiss is colder, there's none of that old desire, none of that burning fire that thrilled me. I don't know what has changed you. I've never been untrue. Someone has rearranged you, and all I get for being true is just a frozen kiss or two. Your love has faded, the flame that once burned so bright has faded into the night, has faded into the night. J'ai un faible, vous étonnez pas si on l'entend assez souvent, pour Evie Anderson. Parce qu'il y a un péché, vous me pardonnerez. Revenons à ce fameux Lush Life qu'il a écrit donc autour de 1936 pour s'appesantir un petit peu sur cette chose très très étrange qui ne sera connue du grand public à partir de la version de Nat King Cole qui mettait en 1949 qui mettait Strayhorn très en colère parce qu'il ne supportait pas l'arrangement de Pitrogoulot pour le corps, qu'il y avait des espèces d'interludes qui n'avaient rien à faire là-dedans, que la mélodie n'était pas chantée d'une manière correcte. En particulier les premières phrases du refrain, on fait deux fois la même chose comme la plupart des artistes, alors c'est deux phrases différentes. Et il a été souvent en colère d'ailleurs contre des versions mal préparées, comme celle de John Coltrane également, qui est entré en studio sans connaître le morceau, qui est ressorti 2 heures après, mais il a enregistré une version, la première version de Lush Life non chantée par Coltrane, alors qu'il aimait bien ces musiciens-là. Et cette chanson est très 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 étrange, très compliquée à mémoriser en particulier. Il va y avoir 250 accords qui suivent. Et c'est une structure très irrégulière malgré l'apparence normale, c'est-à-dire un couplet puis un refrain, dans la mesure où on a l'impression que la musique est faite, suit le texte mot à mot. Il faut dire que le texte est de Strayhorn lui-même, et je vois en particulier The Wheel of Life to get the feel of life from jazz and cocktails, et la blue note sur le mot jazz, etc. Et il y a très peu de versions vraiment satisfaisantes de ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre, une des plus belles, certainement, chansons, thèmes de l'histoire du jazz, au même titre, par exemple, que quelque chose comme Crépuscule ou With Nelly de Monk, qui ne supporte pas tellement qu'on le joue comme un thème normal sur lequel on va ensuite improviser. C'est mon opinion et je la partage et j'y tiens. Alors, le meilleur moyen d'avoir vraiment la vraie version de Lush Life, c'est l'entendre jouer et chanter par Billy Strayhorn. Le problème, c'est que Strayhorn chante faux comme un cochon. Mais on a tout. On a l'allure, on a les tempi, on a le sens. Et je vous propose un extrait d'une émission de radio que vous connaissez peut-être. Là, il y a la présentation par Ellington et le présentateur du show. C'est très intéressant parce qu'il chambre un petit peu Strayhorn, mais c'est un document que je vous impose d'écouter.
Yeah, it's a number Billy Strayhorn wrote, and it's... Before you go on, tell us a little bit about Billy Strayhorn. People have heard Billy Strayhorn, Billy's name mentioned with your band for lo these many years. Tell us a bit about William. Well, Billy Strayhorn came with us in 1939, and as a matter of fact, he came with us as a lyricist, because I heard him in Pittsburgh. And I heard some lyrics and music had been done to such a beautiful wedding. I said, you come to Pittsburgh, you're going to write lyrics with me, you know. He was writing for weddings? No, he was writing the wedding of words in the heart was wonderful, you know. So he came, and when he arrived, I was on my way off to Sweden, and so I left him home, and he was the roommate of my son Mercer, and I was away for about 5 or 6 weeks. When I came back, he was no longer a lyricist. He was an arranger. And that was 1939, and so he's been an arranger ever since. And this was a composer, of course. Composer. Actually, Billy wrote a tune that Nat Cole did called Lush Life. Yes. Which is so pretty. And when you hear it, I think we were talking about this the other night, when you hear Lush Life, and because of the lyric, you have a feeling that Billy was a world traveler at the point, you know. Yeah. Off to London, off to Paris. Actually, he had never left Pittsburgh at that point. That's true. Which proves something. You know, if it wasn't such an early hour, I would say that Billy Strayhorn should demonstrate Lush Life at the piano with his vocal. But the people don't want to hear it, do they? Would you? Billy Strayhorn. Oh, Billy Strayhorn is going to sing Lush Life. Actually, I think this is somewhat of a first for practically any radio station. This is the composer of Lush Life, singing his own tune as he wrote it years ago in the smoky city of Pittsburgh. Billy? I used to visit all the very gay places, those somewhat vague places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life, from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces, with distingué traces that used to be there. You could see when they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who stray. I'll live a lush life in some small dive, and then I'll be wise
Ah, il fait exprès. Non, mais c'est quand même très éclairant sur la façon dont certainement il l'a écrite et dont il l'a pensée, dont il faut éventuellement la chanter si on est chanteur, la jouer si on est joueur. Il se trouve donc que ce Lush Life, on pense qu'il l'a écrit donc à l'âge de 19 ans, autour de 1935. Il l'a arrangé pour orchestre en 1938 et Ellington n'a jamais enregistré. D'ailleurs, Ellington n'a jamais joué le Lush Life. Il a toujours dit « Je suis incapable de jouer ce fichu morceau, c'est beaucoup trop compliqué pour moi ». On le voit, par exemple, Ellington accompagnait Ella Fitzgerald sur Lush Life au cours d'une émission de télévision. Et regardez bien, on ne voit pas les mains d'Ellington. Et en fait, c'est des re-recording et c'est Jimmy Jones qui a enregistré la chanson avant qu'on fasse l'image. Ellington n'a jamais enregistré. Et au piano, non plus avec son orchestre. Je vous invite à écouter, enregistré par le Dutch Jazz Orchestra, dirigé par Jerry Van Hoyen, c'est enregistré une dizaine d'années. Cet arrangement sur le Lush Life, écrit en 1938 par Strayhorn, sous le titre de Lonely Again. À la clarinette, il y a un musicien considérable, je crois un Américain, qui est passé il y a un couple d'années au Sunside sans que personne s'en aperçoive. Et c'est un musicien américain qui doit habiter en Hollande, John Ruocco, R-U-O, 2-C-O, Lonely Again.
venir arranger en 1938, c'est-à-dire avant que Strayhorn rejoigne Ellington en 1939. Et donc on sent bien que ces gens-là devaient se rencontrer un jour, parce que cette musique est déjà, dans mon esprit, au point de vue harmonique en particulier, assez proche de celle d'Ellington. Le 20 mars, l'orchestre avait enregistré donc Pussy Willow, le 21 Something to Live For, et le 23 mars, l'orchestre était parti pour l'Europe. Ellington était allé fêter ses 40 ans à Stockholm. Christian Bonnet nous a envoyé sur nos ordinateurs des images d'un concert à Stockholm, enfin en Suède à cette époque-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le son. Enfin, c'est extrêmement joli à regarder, en particulier la batterie de Sonny Gray, très belle. Du 23 mars au 10 mai, Ellington a de la mémoire tout à l'heure, il disait 5-6 semaines, on était parti en Europe. Et pendant ce temps, Strayhorn est installé chez Ellington sur Edgecombe Avenue, qui est à l'époque l'avenue chic de Harlem, un quartier qui est resté d'ailleurs assez joli. Et il est installé là avec Mercer, le fils d'Ellington, qui a 20 ans, qui est donc né en 1919. Et là, Billy fouine dans les arrangements d'Ellington et essaye de voir comment tout ça marche. Il en profite d'ailleurs pour composer Daydream, pour composer Passion Flower, et quand ces morceaux seront enregistrés par l'orchestre et Johnny Hodge en particulier, au retour de l'orchestre d'Europe. Le 14 octobre, Ellington enregistre le portrait musical de Strayhorn. Il est déjà très attaché à lui. Et ce morceau s'appelle Willie, comme Billy. Ça fait partie de tous les portraits qu'Ellington a inventés. Deux compositions de Billy Strayhorn également en octobre, déjà, Checking Out Mumbai et Killing Myself. Il s'agit encore de collaboration, au point de vue de l'arrangement. Ellington et la patte aussi d'Ellington lui-même. Revenons à ce fameux Passion Flower qui va rester au répertoire de l'orchestre pendant toute la durée du séjour de Johnny Hodges chez Ellington, c'est-à-dire jusqu'en 1970, qui va devenir aussi un morceau qu'Ellington va souvent jouer au piano, qui est une merveille et qui, lui, dénote certainement aussi l'influence de la musique européenne, la musique impressionniste européenne, en particulier de Debussy. Ce Passion Flower, qui est très curieusement bâti harmoniquement avec une économie de matériel musical extraordinaire. Par exemple, au début, sur les deux accords de Fa dièse et de Fa, la mélodie, c'est la quinte bémol de ces deux accords, tout simplement, c'est un Do. C'est-à-dire qu'on est en Sol, et le premier accord, c'est la mélodie, c'est un Do, et le premier accord, c'est un Fa dièse. Et puis le pont sera en Ré bémol, après qu'on aura déplié un accord de Sol, Si, Ré, Fa. Et ce Fa devient la tierce du Ré bémol de la tonalité du pont. Excusez-moi, je parle aux musiciens, excusez-moi. Enfin, c'est extrêmement très beau de toute façon, et la plus belle version, Strayhorn l'arrange plusieurs fois. L'arrangement définitif, c'est 1956, ensuite il ne va plus changer d'arrangement, et la plus belle version, c'est certainement celle qui est enregistrée, morceau purement instrumental, dans le disque qu'Ellington enregistre avec Rosemary Clooney en 1956, Henry Recording. Rosemary Clooney est à Los Angeles, enceinte de 8 mois et demi, et l'orchestre est à New York. Là, c'est Johnny Hodges qui chante.
descendant de l'histoire de l'humanité. Il est dans ce disque, je le recommande, ne serait-ce que pour ce morceau, Passion Flower, chef-d'œuvre de Billy Strayhorn. Écoutez beaucoup de ballades parce que j'aime ça et parce que ça se trouve comme ça, mais il n'y a pas seulement ça dans l'œuvre de Strayhorn. On va en parler d'ailleurs à propos d'autres choses. En tout cas, il faut savoir qu'on entre en 1939-1940 dans un apogée chez Ellington, certainement sa plus belle année, peut-être sa plus belle année, et que, contrairement à des idées reçues, Strayhorn participe pas mal à pas mal d'œuvres au cours de cette année 40. Par exemple, on a retrouvé des sketchs, des manuscrits. Walter Vandeleur en parle beaucoup dans son bouquin, de l'intro de Concerto for Tutti, qui est une chose absolument magistrale, avec une partie de contrebasse écrite absolument formidable. Une des sections de Sepia Panorama est empruntée à un arrangement que Billy Strayhorn avait écrit sur Tuxedo Junction. Il arrange aussi, évidemment, à cette époque-là, toutes les chansons. Il va devenir l'arrangeur pour à peu près tous les vocaux de l'orchestre. Pour, par exemple, Ivy Anderson, The 5 O'Clock Whistle, c'est lui. Et puis il enregistre... Ah oui, Jack de Bear, par exemple, est un morceau qu'Ellington a failli ficher à la poubelle, qui s'appelait Take It Away, et il demande à Strayhorn de lui faire une intro et une coda pour mettre en valeur notre jeune contrebassiste qui vient d'arriver, qui est formidable, et qui s'appelle Jimmy Blanton. Et ce Take It Away devient Jack de Bear, grâce donc à cette intro, à cette coda dans laquelle on entend abondamment, formidablement, le contrebassiste Jimmy Blanton. L'écriture très Strayhorn de ces deux passages, avec en particulier la clarinette en haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la surprise fin 40, Chloé, qui n'est pas évidemment une chanson d'Ellington, qui sera d'ailleurs connue beaucoup plus tard à cause de l'enregistrement de Spike Jones, qui a fait une loufoquerie formidable, surtout connue pour ça. C'est la Song of the Swan. Tatum l'a enregistré également, Paul Whiteman aussi, et c'est salué comme un chef-d'œuvre ellingtonien. Il se trouve qu'Ellington n'a pas écrit une note de musique dans ce Chloé. C'est un petit peu ce qui arrive quelquefois avec cet orchestre. Gypsy Without a Song, par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui que le thème est de Juan Tizol et que l'arrangement est de trop de mémoire, ça me reviendra. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour John Kirby. Et c'est un chef-d'œuvre ellingtonien également, parce que c'est l'orchestre d'Ellington et parce que le patron est là. Je vous invite à écouter ce Chloé typique d'Ellington, salué comme tel, en solo, Blanton. Le thème est joué par Joe Nanton, tromboniste wah-wah. Et les modulations de Fa, Ré bémol puis Si bémol sont typiques de Strayhorn. Il faut signaler qu'à l'époque, dans le jazz, on faisait beaucoup d'efforts pour, en 3 minutes, changer 2-3 fois de tonalité, 4 fois quelquefois chez Lunsford. Chloé.
Chloé, donc, chanson arrangée par Billy Strayhorn, et qui fait partie des chefs-d'œuvre de cette année extraordinaire 1940. Ellington ayant écrit quelques concerti pour certains de ses solistes, Strayhorn pense lui faire plaisir en lui écrivant un concerto qui s'appelle Tonk, qu'il écrit en 1940, qui est un concerto pour piano et orchestre. Ellington ne va jamais vouloir le jouer, peut-être parce que ça ne lui plaît pas, peut-être parce que c'est aussi très, très compliqué à jouer. Et le résultat des courses, c'est que 6 ans plus tard seulement, Ellington et Strayhorn vont l'enregistrer, mais cette fois à 4 mains, et que c'est Strayhorn qui va jouer la partie mélodique dans le haut du piano, et Ellington jouera l'accompagnement dans le grave. Et ça ressemble plutôt d'ailleurs à du Darius Milhaud, je pense à des choses comme Scaramouche ou à Poulain. Et ce Tonk a été enregistré récemment comme Strayhorn aurait souhaité que Duke l'enregistre avec son orchestre, par un orchestre toujours pareil, le Dutch Jazz Orchestra, avec Rob Van Bavel au piano. Voici donc Tonk, le concerto pour Duke qu'avait écrit Strayhorn en 1940. Voilà le Tonk pour piano et orchestre que Strayhorn avait écrit pour du pardon. Est-ce qu'on sait pourquoi Tonk? Ça vient de quoi, Tonk? Non, c'est bizarre. Tonk, oui, T-O-N-K. Aucune idée.
faut savoir quand même que Strayhorn avait une formation classique et de pianiste également, assez considérable par rapport à Ellington, qui n'avait pas beaucoup appris d'une façon très classique, et que au concours de sortie du conservatoire de Pittsburgh, il aurait joué, paraît-il, au moins un mouvement du concerto de Grieg, qui est une vacherie pour les pianistes en général, et les pianistes de jazz en particulier, et qu'il étudiait très sérieusement toute sa vie d'ailleurs. Je me souviens avoir cherché avec Aaron Bridgers, être allé chez Durand, chez l'éditeur, pour chercher pour Strayhorn une orchestration du mandarin merveilleux de Bartók. Il voulait travailler, il voulait étudier, analyser ce morceau. Il avait une tendresse particulière également pour certaines choses de Gershwin. Vous avez entendu là 2 ou 3 petits passages de Gershwin. Dans le pont de Daydream, il y a quelque chose qu'on ne trouvait jusque-là dans le monde de la musique populaire que chez Gershwin. Une façon de passer d'un accord à l'autre. Dans Best Use My Woman Now, qu'on retrouvera après chez Rollins dans Air Gin. Daydream, le pont de Daydream. Un événement en fin 40, c'est le fameux Flamingo. Alors si vous n'aimez pas Herb Jeffries, vous pouvez partir pendant 2 minutes et demie. C'est le chanteur de charme de l'orchestre. Je crois que c'est le seul. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est... Je crois qu'il est toujours vivant. Et il y a 2 ans, j'ai été voir, il était toujours vivant, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il avait 100 ans. Et il a peut-être 102 ans, ou 103. C'est le dernier survivant de l'orchestre de 1940. Il enregistre donc Flamingo, que beaucoup de gens ont cru être une mélodie de Duke Ellington. C'est Ellington qui a créé Flamingo. C'est pour Ellington à l'époque un tournant dans l'orchestration, une renaissance dans l'ornementation pour l'accompagnement des vocalistes. Pour John Lewis, c'est un exemple remarquable pour tous les arrangeurs, et guillemets, comme si Stravinsky était devenu musicien de jazz. Et c'est vrai qu'il se passe des choses très étranges, en particulier l'ambiguïté tonale dès le début, où on est entre fa mineur et ré, on ne sait pas trop. Et puis ensuite, vous allez voir, à mesure que la mélodie se déroule, des changements de tonalité, comme ça, qui durent 1 mesure, 2 mesures, etc. C'est extrêmement très subtil et compliqué. Et c'est très beau, mais si vous n'aimez pas le chanteur, écoutez l'arrangement de toute façon. Flamingo. Like a flame in the sky, flying over the island, to my lover divine. Flamingo, with your tropical hue, for it's you I rely on, and the love that is true. The wind sings a song to you as you roam, a song that I hear below the murmuring heart. Flamingo, when the sun meets the sea, say farewell to my lover and hasten.
Certains critiques célèbres reprochaient une certaine joliesse aux dépens de la force vitale du meilleur Ellington. On lui a un petit peu reproché d'être homosexuel et j'ai des déclarations très gênantes par rapport à ce propos-là. Une chose qu'il a complètement assumée toute sa vie, avec d'ailleurs beaucoup de courage. Il s'est fait sévèrement casser la figure, par exemple, par des voyous à New York. Et puis on va entendre quelque chose de très viril, c'est le fameux Rain Check en 41, écrit sur la côte ouest. Pourquoi Rain Check? Parce que ce jour-là, il pleut sur Los Angeles. Donc je sais pas, mais ça, le thème est joué par Teasel, il y a un superbe solo de Ben Webster, puis un ensemble de sax, de 5 saxophones qui est très typique, vous avez l'habitude de le jouer, les musiciens du orchestra, avec là encore la clarinette. Et écoutez bien le piano de Streland, qui fait partie de l'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de swing, Rain Check, 41. Déjà Blanton est parti. Venons-en à un autre Billy Strayhorn.
Et le piano aussi, je vous disais, comme dans l'œuvre qui va venir, fait partie de l'œuvre. Et ça n'est pas simplement une ponctuation, ces parties du piano sont préparées pour faire partie intégrante de l'œuvre. Chelsea Bridge, à partir d'une peinture de Whistler, qui s'appelle Battersea Bridge, et que j'ai eu la chance de voir il n'y a pas longtemps dans une exposition sur la peinture anglaise à Paris. Et en fait, Strehon s'est trompé de pont et rentré chez lui. Il a intitulé ce morceau Chelsea Bridge, mais en pensant au Battersea Bridge de Whistler. Ah bon. C'est peut-être aussi parce que Chelsea Bridge c'est plus joli à l'oreille que Battersea Bridge. Critique. Stanley Lance, à l'époque, n'est pas encore copain avec Ellington et Strehon au point d'avoir plus tard organisé d'ailleurs une séance pour Strehon. Monsieur Strehon est un exemple de la jeunesse d'aujourd'hui dans le jazz. Il jette la tradition par-dessus bord et cherche l'originalité aux dépens de la beauté. Chelsea Bridge est un exemple de son obsession pour les couleurs et le voicing qui exclut tout le reste qui est vraiment important. Gunther Schuller aussi à l'époque, il trouve qu'il n'y a pas beaucoup de substance de jazzistique dans Chelsea Bridge. Mais un certain Gil Evans, qui s'y connaît, Gil, pas l'arrangeur Gil Evans, il dit « Du jour où j'ai entendu Chelsea Bridge, j'ai essayé de faire ça. C'est tout ce que j'ai fait. All I ever did, essayer de faire ce que Billy Strayhorn avait fait dans Chelsea Bridge toute ma vie. » Chelsea Bridge est également un modèle pour Mingus, Minor Intrusion, Profile of Jackie, Duke Ellington's Sound of Love, qui finit d'ailleurs avec une citation de Lush Life. Chelsea Bridge est écrit donc là aussi avec une intro très debussyste de Billy Strayhorn, jouée par Billy Strayhorn. Les interludes aussi, le piano font partie de l'œuvre. Hélas, le disque ne dure que 3 minutes et la partition dure largement 4 minutes. C'est quelque chose comme 3 chorus entiers. Le 3e chorus, on n'a quasiment jamais entendu. Alors, et c'est dommage parce qu'il représente le 3e chorus, une espèce de crescendo qui va vraiment vers une vraie fin. Et quand on connaît la version intégrale, on est un peu frustré. On va entendre d'abord une chose étonnante. Il y a dans Chelsea Bridge des réminiscences, et il le reconnaissait, de nuages, des nocturnes de Debussy. Il y a aussi une réminiscence des valses nobles et sentimentales. Strayhorn tenait bien, et c'était un garçon en général très honnête, à ce qu'on sache qu'il ne connaissait pas à l'époque les valses nobles et sentimentales quand il a écrit Chelsea Bridge. Écoutez cet extrait du très lent, je crois c'est le passage assez lent, oui, les valses nobles et sentimentales par Samson François. C'est le PS2 8. Ces 2 premiers accords qui sont d'ailleurs joués dans la même tonalité que Chelsea Bridge, avec ce La et ce Sol. Est-ce que c'est la 6e ou est-ce que c'est... il y a toute une discussion qu'on aura tout à l'heure. La sixte, pardon. Voici maintenant la version parue en 78 tours chez RCA, avec Strayhorn au piano, version donc incomplète, biscotte la longueur du 78 tours de 3 minutes. L'introduction est affectée.
on disait affecté d'un certain pleurage. C'est 27. C'est très long, Debussy. La version qui a été éditée par RCA. RCA avait enregistré une précédente version avec Jimmy Blanton. En décembre, Blanton est parti, il est hospitalisé. Donc c'est Junior Raglin. Et de toute façon, Strayhorn est au piano et joue donc des parties de piano qui font vraiment partie de l'œuvre. Voici maintenant enregistré quelques mois plus tôt, on est en décembre 41, en janvier ou février 41, à Casa Manial, l'ancien Cotton Club de Los Angeles. Le premier Chelsea Bridge, jamais joué par l'orchestre, ils l'ont joué la veille, ils ont le nez dans la partition, mais on a la chance de l'entendre tout entier. Et comme Strayhorn n'est pas là, puisqu'ils sont en concert, c'est Ellington qui est au piano, il n'y a plus cette introduction, mais il y a le génie de Blanton qui rattrape l'absence de Strayhorn. L'orchestre ne joue pas très bien, mais enfin, il y a un troisième chorus, une vraie conclusion, avec un pont joué par Harry Carney. Il y a 3 chorus entiers de 32 mesures, A, B, A, B, A, B, A. This, ladies and gentlemen, is music by Duke Ellington, orchestra by Mutual Network. Music from the Southland Stylish Dancing and Entertainment Center, the Casa Mañana, located on Washington Boulevard in Culver City, near the heart of Los Angeles, California. Now as our dancing continues, the Duke features Chelsea Bridge. Duke?
C'est donc l'époque où Strayhorn compose également Just Sitting and Rockin', où il compose Johnny Come Lately, où il arrange I Got It Bad, où il arrange aussi John Blues d'Ellington, le petit thème sur une note, où il arrange John for Joy, ou Blip Blip. Et puis il participe en 1943, contrairement à ce qu'on pensait, il participe à Beige, de Black, Brown and Beige, peut-être un bon tiers de Beige, en tout cas Sugar Hill Penthouse est entièrement de Billy Strayhorn, et j'ai choisi ce soir pour mon plaisir cette symphonette rythmique qui est le sous-titre de ce Sugar Hill Penthouse. J'ai choisi une version enregistrée en 1965 dans laquelle Harry Carney ne joue plus de clarinette mais joue du baryton, et il y a en plus derrière lui une intervention merveilleuse de Paul Gonsalves. C'est une mélodie très, très, très typique de la grâce de Strayhorn.
Voilà, James Lincoln Collier, dont je ne vous recommande pas la lecture. Il a fait un bouquin sur Duke, un bouquin sur Armstrong. Il y a d'autres bouquins beaucoup plus sérieux. Avait dit que ça trouvait chez Strayhorn une certaine mollesse. Il y a quelqu'un qu'on traite de mou en ce moment. Overripe, trop mûr, comme une pluie tropicale en forêt, avec des taches d'orchidées pourpres. Tendance à la luxuriance, à la joliesse, aux dépens de la force virile. Voilà, ça y est. Du meilleur Ellington, c'est-à-dire ses œuvres les plus jazz. Alors on va continuer dans la mollesse. À propos de la Perfume Suite, qui est un portrait de femme d'ailleurs, Strayhorn est responsable de la merveilleuse Sérénade au balcon, Balcony Serenade et de Strange Feeling. Il faut savoir que Balcony Serenade vient d'une œuvre de 11 minutes, une sorte de genre, d'espèce de suite que Strayhorn avait écrite entre 40 et 42 et que l'orchestre d'Ellington n'a jamais enregistré, qui s'appelait Pentomsilic. Voici un extrait. Le Dutch Jazz Orchestra. Voici maintenant la Balcony Serenade telle qu'elle a été enregistrée par Ellington la première fois en 44-45 pour la créer en 44 dans la Perfume Suite et réenregistrée en 57 je crois. Jones appelait le bouton. Un morceau n'est pas fini si on n'a pas posé le bouton. Bon. C'était encore extrêmement très beau. Hodge est un tout petit peu faux tout d'un coup, et c'est marrant, c'est quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça a été toujours le problème d'Ellington parce que Hodge jouait faux. Et c'est le seul moment de ma vie où j'ai entendu Hodge jouer faux. Il a fait un canard à Newport en 56, on l'a enlevé dans la Canard. Oui, si, si. Il est dans... Oui,
l'époque où Strayhorn écrit arrangement pour Ellington et Hodges, Esquire Swank, c'est un arrangement de Billy Strayhorn, Metronome All Out, l'arrangement de Billy Strayhorn également, de la magazine Suite. Le seul morceau d'Ellington dans cette suite, c'est Downbeat Shuffle. Et je vais maintenant vous imposer, vous obliger à entendre un grand pot-pourri qui va révéler que beaucoup de thèmes de Billy Strayhorn sont un peu construits de la même manière, c'est-à-dire de longues lignes mélodiques jouées quelquefois par les saxophones non harmonisés, quelquefois par l'orchestre harmonisé, par les saxophones seuls harmonisés, par une trompette, etc. Mais de longues lignes mélodiques sans respiration, avec des ponctuations éventuellement de cuivre. Alors successivement, Take the A Train, il faut savoir que c'est deux seulement Strayhorn. Il y a Andrew Anvitz qui pensait que la modulation de Take the A Train était de Duke, et on a retrouvé le manuscrit. C'est vraiment Strayhorn entièrement Take the A Train. Ensuite Clementine, ensuite le thème de Red Check, ensuite Johnny Come Lately, ensuite Snibor, à l'envers Robbins, qui était un éditeur, ensuite Bouddha, ensuite All Day Long 54, et c'est Cartelli qui joue le thème, ensuite Royal Ancestry, les trois des 4 mouvements de la suite du portrait de la Fitzgerald sont de Billy Strayhorn. Ensuite Kashmir Cutie, composé entre 55 et 57 et jamais enregistré par Ellington. Bagatelle, de la même façon, un thème enregistré par nos amis hollandais. Upper Manhattan Medical Group, Mount Arissa, le deuxième thème de Mount Arissa, je suis sûr que c'est de Strayhorn. Et puis un thème que j'avais oublié dans la série, c'est Smada, qui est de 1951. Voici tous ces thèmes rassemblés.
ça. Ismada. Je n'ai pas mis Ismada. Je crois que vous avez senti le cousinage entre toutes ces pièces, de longues mélodies, jouées assez souvent par seulement le saxophone, avec ponctuation de cuivre, toutes ces mélodies de Streland avec une grâce très spéciale, un sens mélodique extraordinaire. On va finir en fanfare, parce qu'il faut savoir que Streland était le spécialiste des fanfares, Take the A Train. Le modulateur. Et puis aussi Rock Skipping at the Blue Note. Et puis aussi la... Oui, vas-y. Il faut savoir que la suite Harlem a été entièrement écrite par Duke Ellington, à l'exception de la fanfare de la fin, de la toute fin de Harlem. La voici. Terminé dans Midriff, les deux fanfares, une modulation et la toute fin. La musique efféminée de Billy Strayhorn, première partie. Je vous encourage à m'encourager à faire la deuxième partie.